Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. L'Italie s'est qualifiée pour l'Euro 2020 en battant la Grèce à l'instant 2-0. Un but de Jorginho sur penalty à la 63e et c'est Bernardeschi d'une frappe déviée qui permet donc à l'Italie de se qualifier à la 78e. Un match pourtant assez poussif de la squadra. Nous en discutons aujourd'hui avec Superdio et Aristide. Salut à vous. Salut. Alors Superio qui fait son grand retour, qu'as-tu pensé de cette nationale et qui se qualifie pour la première fois de son histoire aussi rapidement à 3 matchs de la fin, nous rappelais-tu, sans forcément convaincre, mais qu'en as-tu pensé toi? Le point positif est avant tout la qualification, hein, parce que depuis l'échec en barrage en 2017 contre la Suède, on a eu tout un tremblement de terre et des incertitudes à tout niveau. Donc saluons une qualification pour une nouvelle compétition internationale, c'est déjà la bonne nouvelle. Après, en termes de contenu, j'ai trouvé que le succès de ce soir était étriqué, comme les trois derniers finalement, hein. Parce que depuis le match contre la Bosnie au mois de juin, plus les deux de septembre contre l'Arménie et la Finlande, l'Italie gagne de justesse, mais gagne quand même. Donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais je rappelle que le groupe est quand même très faible avec des équipes comme le Liechtenstein, la Bosnie, la Finlande, qui ne sont pas des foudres de guerre. Après, Mancini a rempli son contrat. Apparemment, il sera prolongé jusqu'en 2022 automatiquement, puisque c'était prévu qu'il soit prolongé en cas de qualification pour l'Euro 2020. Il a réussi à rajeunir le groupe, à essayer de donner une identité de jeu, mais je pense que face à des adversaires plus talentueux que ceux affrontés en éliminatoire, la tâche sera compliquée. En témoignent les deux seules défaites qu'il a connues contre la France et le Portugal. Donc quand le niveau s'élève, l'équipe a beaucoup de difficultés. Oui, c'est pas surprenant ce que tu me dis, l'Italie est en reconstruction, part avec un certain nombre de jeunes joueurs et on connaît bien évidemment les raisons de la difficulté pour le sélectionneur hein, de construire une équipe compétitive. On savoure cette qualification, bien sûr, Aristide. On rappelle que tout s'est joué quand même en deuxième mi-temps parce que, à part une frappe de Limnios repoussée par Donnarumma à la 12e, il s'est strictement rien passé en première mi-temps. Il s'est rien passé en première mi-temps, MJ, avec beaucoup de fautes techniques. Alors, effectivement, je rejoins Superlio sur pas mal de points. Après, notamment le fait qu'on est dans un groupe assez facile. Cependant, j'ai trouvé, à contrario des autres matchs, j'ai trouvé l'Italie encore plus poussive sur ce match, dans le sens où il y avait pour moi encore plus de fautes techniques. Et du coup, il n'y avait aucun danger sur les buts grecs. Donc, comme tu l'as dit, MJ, une première mi-temps où il s'est rien passé, il n'y a eu aucun danger. Le milieu de terrain, je nous ai trouvé vraiment très apathique. On reviendra après sur le milieu de terrain, mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait, que ce soit les relances de Bonucci, qui devait être le premier relanceur de l'équipe, et qui était parfois assez inexact, ou le nombre de contrôles et de passes ratées. C'est vrai que j'ai trouvé vraiment l'Italie très poussive. Alors, un peu mieux en seconde mi-temps, notamment avec une montée un peu plus accrue des latéraux. Mais oui, on savait que, de toute façon, que ce soit l'Italie ou un autre genre d'équipe, hein, c'est vrai que ces matchs-là, quand on voit les numéros 9 adverses qui sont vraiment juste devant les défenseurs, acculés dans leurs 25-30 mètres, c'est toujours très difficile et c'est pas que pour l'Italie. On prend l'Espagne, la France, ce sont des matchs très compliqués à jouer pour ces équipes-là, puisque les équipes en face viennent juste pour prendre un point, miraculeusement. Donc c'est pas juste l'Italie qui a des difficultés à trouver, disons, à déverrouiller face à ce genre d'équipe. Mais c'est vrai que quand on a une équipe comme la Squadra ce soir qui en plus techniquement est faillible, c'est encore plus compliqué. On s'en sort avec un penalty, mais c'est vrai que c'était un match assez difficile pour l'Italie, mais le résultat est là, la qualification. On met un peu de côté le traumatisme de 2018 et je trouve ça pas plus mal. Oui, alors c'est vrai que c'était la Grèce en face. On sait comment ils jouent les Grecs. Moi j'adore d'ailleurs ce style de jeu. Je vais pas le cacher. Hein. Je rappelle à chaque fois, bien évidemment, que je suis le seul en France certainement, hein, un coffret DVD de l'intégralité des matchs de la Grèce 2004. Je connais leur effectif par cœur et j'ai adulé cette équipe vraiment. Hein. C'est quelque chose qui me passionne. Mais l'Italie ne sait pas jouer contre ce genre d'équipe et peut se faire prendre à revers. Parce que moi, ce qui m'inquiète sous Pelio, indépendamment de la stérilité offensive italienne en première mi-temps, c'est surtout qu'on a concédé quelques occasions que les Grecs auraient pu marquer. Je rappelle qu'à la 60e, il y a une grosse occasion, mais la frappe part dans le petit filet. Et il y a encore une nouvelle grosse occasion à la 73e, avec une remise de la tête pour une reprise manquée. Ça s'est joué à peu de choses. J'ai parlé bien évidemment de cette frappe de Limnio sortie par Donnarumma au début de partie. La défense italienne n'est pas sereine. Oui, il y a eu des occasions concédées qui, face à d'autres équipes,
aurait terminé en but, hein, puisque les attaquants grecs ont été assez maladroits, notamment en deuxième mi-temps où il y a une possibilité de 2 contre 1 au deuxième poteau qui est mal jouée, hein, sur une perte de balle de Verratti, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc il y a beaucoup de déchets et de contres qui auraient pu faire mouche, mais bon. Les Grecs sont dans une période assez délicate, hein. Ils ont fait match nul contre Liechtenstein, ont changé d'entraîneur. Je pense que c'était son deuxième ou troisième match seulement. Donc, l'Italie a de la chance d'être tombée dans cette poule qui permet une reconstruction plutôt facile. Oui, c'est certain, mais après, quand même, il y a des questions sur cette défense. Moi, je veux dire, on savoure la qualification, hein, on n'est pas là. C'est vrai qu'on nous accuse sans arrêt de taper sur les joueurs, de taper sur les équipes qu'on supporte, etc. Mais on va à l'euro, ça y est, on le sait. Bon, maintenant qu'on le sait, on en est très heureux. Il va falloir solidifier cette défense, peut-être en densifiant ce milieu de terrain, parce que je parle pas que de l'identité de nos défenseurs centraux. En réalité, je parle de tout le système. Hein. Il va falloir quand même mettre devant la défense aussi des gens qui défendent peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux, que ce soit un peu plus compact. Et je suis un peu surpris de constater que Romagnoli n'est pas titulaire dans cette équipe, surtout qu'il a joué un an avec Bonucci, donc les deux se connaissent parfaitement. Et bon, je reste convaincu que Romagnoli est certainement le deuxième, peut-être le meilleur, même défenseur central italien à l'heure actuelle, c'est mon avis. Et même s'il n'a pas joué avec des champions, je trouve un peu dommage de le laisser sur le banc. Qu'en penses-tu, Aristide? Pour en revenir à Romagnoli, je suis plutôt d'accord avec toi. Étant supporter milanais, MJ, c'est sûr qu'on préférerait avoir Romagnoli que notre ex-joueur à Serbie, qui a toujours été un joueur pour moi moyen, et même encore aujourd'hui. Hein. Quand je le vois, ça me rappelle un peu quand il était chez nous. C'est-à-dire que quand je le vois balle au pied avec un petit pressing des attaquants adverses, je tremble un peu. Je suis jamais rassuré quand Serbie a le ballon. Mais alors après, pourquoi Mancini ne sélectionne pas, enfin ne fait pas jouer titulaire du moins Romagnoli, c'est peut-être aussi parce qu'on paye un peu notre début de saison catastrophique. On n'a pas fait énormément d'émissions sur les matchs du Milan effectivement cette année, mais je pense qu'on doit payer notre début de saison catastrophique avec une moyenne de 2 buts encaissés par match. Hmm. Alors effectivement, Romagnoli, on connaît tous ses qualités de défenseur. Après, les stats, malheureusement, que ce soit du Milan et de Romagnoli cette saison, du moins en ce début de saison, ne plaident pas forcément en sa faveur. Je Donc je pense pas pense qu'à qu'il doit en Romagnoli, hein, je pense au partir. système, hein, Aristide. Je pense à tout le système défensif italien. J'ai cité Romagnoli parce qu'il fallait que j'en parle. On est milaniste, bon, il fallait quand même qu'on le cite. Mais je veux dire, globalement, je trouve la défense assez friable. C'est pas normal de concéder des grosses occasions comme ça face aux Grecs, quoi. Bah, disons que quand pour moi, le vrai capitaine de cette équipe n'est pas là, en l'occurrence Giorgio Chiellini, là on en pâtit tout de suite, puisque quand, on l'a déjà dit, je pense que même les présentateurs qui ne suivent pas la Serie A, ils sont au courant de ça, c'est que quand Chiellini n'est pas là, déjà l'équipe italienne s'en retrouve amoindrie, parce que Chiellini est pour moi, et ça fait de nombreuses années déjà, un des meilleurs défenseurs du monde, mais en plus Bonucci n'est plus le même sans Chiellini. Donc si Chiellini n'est pas là et que Bonucci n'est plus le même, en termes de défense centrale, on se retrouve effectivement, on retrouve une équipe un peu plus faible, avec moins d'expérience, parce que Spinazzola, D'Ambrosio sont quand même un peu plus jeunes. Les milieux dont tu parlais effectivement ont pas d'expérience internationale, ou très peu. Barella, alors Verratti un peu plus, mais pas avec toujours les résultats escomptés. Jorginho, c'est pareil. Donc finalement, les vrais leaders de cette défense, si on parle plus de système défensif, sont Chiellini et Bonucci. Chiellini n'étant plus là, Bonucci ayant moins de qualité sans Chiellini, étant moins à l'aise sans lui, c'est toute la défense et toute l'équipe qui se retrouve un peu en difficulté. Donc rien de surprenant pour ma part. Alors effectivement, malheureusement, Chiellini, on ne le récupérera pas avant des mois. Et est-ce qu'on le récupérera avant l'Euro ou même après, j'en doute encore. Mais malheureusement, on doit faire sans lui. Et je pense que Mancini doit tâtonner à trouver justement ce deuxième défenseur central à côté de Bonucci, entre Acerbi et Romagnoli. Je pense qu'aujourd'hui, il a pas d'idée claire sur ce qui va partir titulaire à l'Euro. Et puis ça se ressent sur tout le système défensif. Chiellini qui a pas toujours été impérial, loin de là, lors des compétitions internationales qu'il a joué, hein, parce qu'on pourrait citer la liste de ses bourses, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des rares défenseurs d'expérience qu'on ait. Bon, maintenant on reconstruit, donc c'est aussi intéressant de voir des jeunes, et bon, je maintiens, j'aimerais bien voir Bonucci et Romagnoli, cela dit, effectivement, hein, Bonucci n'est pas le même, tu as raison, on le sait bien, hein, quand son binôme n'est pas là. Pour revenir à d'autres aspects du jeu, c'est vrai que Mancini nous présente une équipe d'Italie soi-disant séduisante, on a l'impression qu'il veut refaire le coup de Prandelli en 2012. Superlio, on sait
que l'Italie n'a plus vraiment les joueurs pour défendre. Je le déplore d'ailleurs, mais même si elle a plus les joueurs pour défendre, il va peut-être falloir consolider la défense de toute façon. Bon, on n'aura pas le choix, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas concéder autant d'occasions. Tu l'as dit tout à l'heure, face à de meilleures équipes, ça rentrera. Mais as-tu vu une équipe d'Italie séduisante, avec un jeu léché, un jeu offensif précis, etc., comme on nous le vend depuis quelques mois maintenant? Alors sur ce match-là, non. Pour moi, le match le plus abouti de l'équipe d'Italie sous Mancini avec ce système-là, c'était il y a un an contre la Pologne. Ils gagnent 1-0, but de Biraghi dans les arrêts de jeu. Après, il y a eu une très bonne première mi-temps au match aller contre les Grecs, mais j'ai pas vu une Italie souveraine dominer. J'ai souvent vu des pertes de balles, des contres. Hein. Regardez le but encaissé contre la Bosnie au mois de juin, vous verrez un exemple de perte de balles et de contre rendement mené. Oui, donc en Après, plus on nous vend quelque chose, enfin il y a tromperie sur la marchandise. oui, j'irai pas jusqu'à dire que le jeu est séduisant. Il y a une volonté de mettre des joueurs techniques au milieu de terrain, de refaire un peu ce que faisait Prandelli, mais les ailiers font pas forcément la différence, malgré une débauche d'énergie. Je pense notamment à Chiesa. Après, le milieu de terrain ne fait pas forcément un filtre. On a souvent beaucoup de moments où Jorginho et Verratti échangent, mais c'est souvent stérile et très lent et laisse le temps à l'équipe adverse de se replacer. Il manque un peu de mouvement en ce milieu de terrain. Ça Bien. dépend aussi peut-être des hommes, hein, parce qu'il y a en ce moment un joueur qui explose à l'Inter, Stefano Sensi, qui peut apporter encore davantage dans ce milieu de terrain. Et Oui. on peut parler aussi d'une consolidation du milieu de terrain. Est-ce qu'il ne faut mieux pas sacrifier le 4-3-3 et rajouter un milieu de terrain qui t'a passé en 4-3-2-1? C'est une question que Mancini va devoir se poser dans les prochains temps. Dans ces cas-là, tu fais sauter Chiesa, toi, si j'ai compris. Bon, j'hésiterais plutôt entre Insigne ou Bernardeschi. Enfin, pour moi, Chiesa doit jouer, étant donné son potentiel, le fait qu'il provoque et les efforts qu'il est capable de fournir dans un couloir. Pour moi, il doit jouer. Ah bah oui, mais c'est d'ailleurs le meilleur espoir italien, on l'a vu contre Milan, il est sur tous les buts, c'est lui qui crée le danger, là aujourd'hui il n'a pas été transcendant, il est sorti blessé, hein, faut le rappeler, avant la fin de la première mi-temps, mais c'est vrai que si on veut de la percussion, si on veut des appels en profondeur, si on veut des joueurs capables de faire de la différence en 1 contre 1, eh bien Chiesa correspond parfaitement au profil, ça à ce niveau-là il n'y a rien à dire, et puis la technique en mouvement d'Insigne est aussi très intéressante, donc là je crois qu'on tient deux joueurs créatifs et percutants, dans deux styles différents, ils sont à même de faire la différence, on aime ce genre de joueurs, ces 9,5 là qui peuvent jouer sur l'aile en Italie, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup par le passé, d'un autre calibre peut-être, mais là avec Chiesa on a un joueur en devenir, il faut l'utiliser, je suis assez d'accord, et il me convainc bien davantage que Bernardeschi, pourtant buteur ce soir, qui je le rappelle n'est pas titulaire à la Juve, en même temps il y a une sacrée concurrence. Aristide, est-ce le bon système? Souhaiterais-tu également densifier le milieu de terrain? Penses-tu que l'Italie actuelle de Mancini peut faire un résultat à l'Euro? Je parle pas de le gagner bien évidemment, hein. Personne n'est naïf, personne n'est dupe, mais déjà passer le premier tour. Passer le premier tour, alors c'est toujours très, très difficile de se prononcer, effectivement, là on est sur des pronostics, de se prononcer 7-8 mois avant la compétition, mais Non, mais vu est-ce le bon comment on est système? parti, Est-ce le bon système pour être je, performant? En gros, c'est ça. je pense que ce 4-3-3 est aujourd'hui le bon système pour l'Italie. D'accord. Alors effectivement, comme le soulignait Superlio, après le système je le trouve plutôt bon, peut-être dans le choix des joueurs, moi Barella je l'exclurais, je le mettrais vraiment de côté, mais je l'aurais mis de côté il y a longtemps déjà, parce que vu son début de saison, que ce soit à l'Inter ou en Italie, je trouve vraiment ses performances insignifiantes, inconsistantes. Moi, je mettrais son compère du milieu de terrain en club, Sensi, à sa place. Et je pense que déjà, l'Italie retrouvera un jeu un peu plus consistant. Et pour moi, Sensi est un peu plus physique aujourd'hui que Barella, ou du moins ce Mais il est en Nicolo meilleure Barella de forme ce début de surtout, oui. saison. Oui, 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 c'est parce ça. que Barella, on le connaît, mais il Non, peut être bien à meilleur que maintenant. Cagliari, c'est vrai, à Cagliari, j'étais d'accord avec toi. C'est vrai que l'année dernière, il était plutôt très intéressant dans l'impact physique, etc. Mais je le trouve vraiment fantomatique ou hors de forme, comme tu le dis, cette année. Donc, avec Sensi, je pense qu'on gagnerait un peu plus en physique. Alors, on est d'accord, Sensi n'est pas un monstre de physique, mais bon, Jorginho, Jorginho, Ah oui, c'est la malheureusement. déception, hein, et depuis longtemps. Oui, c'est compliqué. Jorginho, on en avait déjà parlé effectivement lors du dernier match, mais c'est vrai que Jorginho, c'est compliqué. Mais après, bon, on le sait, les milieux de terrain italiens, à la De Rossi, etc., on n'en a plus aujourd'hui en Italie disons des guerriers comme ça, très physiques, on n'en a pas en Italie aujourd'hui, parce que quand on fait l'effectif, c'est Verratti, Jorginho, Barella, Sensi, qui d'autre, Tonali.
Superlio me parle de Castrovilli, je connais moins, je connais beaucoup moins, mais je pense que c'est le bon système de jeu. Alors après, on profite surtout de ce système de jeu avec nos 3 attaquants. On a vraiment beaucoup de qualité en attaque et je te rejoins sur Chiesa MJ que j'adore et que je préfère largement à Bernardeschi, puisque Chiesa, je le trouve vraiment beaucoup plus Que je consistant et préfère régulier dans ses largement à performances. Suso et que je préfère Ah oui, largement à Çalhanoğlu et que je oui. préfère largement à peu Ça près tous les aussi. joueurs qui composent actuellement l'équipe du Milan. Complètement, complètement. Tu sais, Suso Bernardeschi, c'est. Bon, alors, je dirais pas que c'est le même style de joueur. Aujourd'hui, je préférerais avoir Bernardeschi, mais dans le sens où ils ont une qualité commune ou un défaut commun, c'est qu'ils sont capables d'éclairs de génie pour la qualité. Tous les deux, techniquement, sont vraiment au-dessus de la moyenne, mais sont très irréguliers et inconsistants dans leur performance. C'est-à-dire qu'ils peuvent disparaître 45 minutes et sortir un super centre ou un super dribble, etc., ou un beau tir. Après, donc Bernardeschi, Suso, c'est vrai que c'est un peu le même style de joueur. Chiesa, je trouve beaucoup plus régulier, beaucoup plus réfléchi, plus consistant. Donc je trouve que ce 4-3-3 avec les 3 attaquants, que ce soit Insigne et Chiesa sur les côtés, avec une pointe comme Immobile et Belotti qui disons, sont en vraie concurrence et un peu se tirent la bourre l'un l'autre et s'entraînent normalement vers le haut. Je trouve ça très intéressant le retour d'Andrea Belotti depuis la fin de l'année dernière et ce début d'année. Donc je trouve que pour les attaquants, le 4-3-3 est un très bon système pour l'Italie. À défaut, effectivement, le milieu de terrain est un peu léger. Mais je veux dire, si on enlève d'un côté, si on retire d'un côté pour ajuster de l'autre, bon voilà, ça me paraît pas. Aujourd'hui, ça me paraît être le bon système utilisé par Mancini et les résultats de 20 buts mis pour 3 encaissés, 7 victoires en 7 matchs parlent pour lui. Ah bah oui, de toute façon contre les adversaires, effectivement, ils pouvaient mettre, oui, ça c'est sûr. Vu ce qu'on a joué, franchement, heureusement que le bilan est positif. Bon, avant de passer au top 3, hein, j'espère que vous avez réussi à trouver 3 joueurs, je vous félicite si vous y êtes parvenu. Je vais rappeler quand même les faits de jeu, à la 53e, on a une bonne passe en profondeur de Verratti pour Insigne qui frappe au-dessus. À la 55e, une belle tête d'Immobilier sortie par le gardien. Ensuite, donc j'ai parlé des occasions grecques, hein, bien sûr, le but de Jorginho, j'en ai parlé aussi. On a une belle reprise d'Insigne à la fin, 85e, sortie par le gardien également. Voilà, donc pas grand chose finalement, hein, 3 occasions de but côté italien. Mais nous passons au top 3. J'espère que vous avez été créatif. Supario, as-tu retenu des joueurs en particulier? Bon, oui, j'en ai retenu 3. Alors, en 3e position de ce top, je mets Bernardeschi qui a fait une entrée plutôt intéressante, qui a eu le mérite de mettre le 2e but et d'avoir une activité assez intéressante sur le côté, même si son jeu est un peu stéréotypé par moment avec ses crochets pour piquer dans l'axe. En 2e position, j'ai mis Donnarumma pour son arrêt qui change un peu le cours du match. Mener 1-0 contre une équipe regroupée, je pense que ça aurait été encore plus dur que ça ne l'a été. Et en 1re position, j'ai mis Verratti. Verratti qui, pendant ces années, a souvent été critiqué pour son rendement insignifiant en équipe nationale. En témoigne ce fameux barrage aller en Suède où il a été totalement transparent et stupide au point de se prendre un jaune qui l'a suspendu pour le retour. Depuis l'arrivée de Mancini, il produit de très bonnes prestations, a réussi à mettre 2 buts et omniprésent au milieu de terrain. Le seul petit bémol, c'est toujours cette propension à garder le ballon au lieu de le lâcher plus vite, surtout quand il l'a récupéré. Mais sur ce qu'il fait, c'est le patron du milieu de terrain. Très bien. Alors monsieur Aristide, est-il d'accord? Je suis en partie d'accord avec Superlio, sauf que j'ai mis Verratti en 3e position seulement pour les raisons dont que Superlio a mentionné à la fin, c'est-à-dire que malheureusement il garde encore un peu trop le ballon et puis il le gardera toujours. C'est pas à son âge, je crois qu'il a 26-27 ans, Verratti qui va changer. Donc après à sa décharge, comme c'était le seul aujourd'hui existant au milieu de terrain. Je le mets quand même 3e du podium parce que j'ai trouvé effectivement qu'il a fait de bonnes récupérations, des passes intéressantes, des reversements de jeu, de nombreux reversements de jeu sur Chiesa en début de match, qui ont permis d'écarter un peu le jeu et de permettre à Chiesa de faire un contre 1 sur son adversaire et de pouvoir centrer à 2-3 reprises. Donc voilà, Verratti 3e, je l'ai mis égalité en 3e aussi, j'ai trouvé quelques bons joueurs aujourd'hui, avec Spinazzola que j'ai trouvé très intéressant sur son côté gauche. Alors évidemment c'est un match pour lui, on est d'accord, hein, vous me direz, c'est complètement un match pour lui. Hein. Spinazzola, là, il évoluait presque en milieu, voire ailier gauche, dans le sens où il montait énormément vu que l'équipe en face était très basse. Donc voilà, Spinazzola, on connaît ses qualités offensives. Où il s'est très bien centré, il a une bonne capacité d'accélération, de vitesse, donc j'ai trouvé très intéressant sur son côté gauche aujourd'hui. En 2e position, Leonardo Bonucci, et oui,
Et oui. Bonucci, qui je trouve, comme rarement en l'absence de Chiellini, a été très bon. Et, alors, il a pas eu énormément de choses à faire, on est d'accord, mais le peu de choses qu'il a eu à faire aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt correct. De bons tacles sur les centres, de la 72e, je donne une belle interception. C'est lui qui était dépositaire des relances. Alors c'est d'habitude le cas, sauf que l'équipe d'Italie compte un peu plus sur son milieu de terrain pour relancer proprement. Là, comme il n'y avait pas de milieu de terrain, c'était Bonucci qui s'en chargeait. Et je trouvais que, à part effectivement, il prenait des risques, donc il y avait quelques ballons en touche, mais sinon j'ai trouvé qu'il a fait de belles ouvertures sur Insigne notamment. Et sur Immobilier. Donc deuxième Bonucci, en premier j'ai mis Lorenzo Insigne parce qu'effectivement même s'il a pas marqué ou fait de passes décisives, c'est lui qui obtient le péno sur un tir, mais surtout j'ai trouvé qu'il a été très mobile. Et puis je l'ai mis en premier aussi parce que je trouve qu'il s'affirme d'année en année, enfin de mois en mois, disons, avec un nationale, alors que je le trouvais plutôt irrégulier et assez décevant les années précédentes. Et je trouve qu'il a vraiment pris un rôle, un jalon supplémentaire dans cette équipe ces derniers mois. Donc je le trouve très intéressant et je suis très content qu'il soit à ce niveau-là, Lorenzo Insigne. Oui, puis c'est l'un des rares joueurs italiens capables de briller dans les petits espaces, capable Exactement. d'effacer des joueurs comme ça, des petits crochets. On n'a pas beaucoup des comme ça, et Barella en forme est capable de le faire aussi. Sensi est capable de le faire, mais ils Oui. sont pas très nombreux et surtout pas en attaque. Donc c'est intéressant, je trouve, ce genre de joueur. Bon, pour ma part, j'ai surtout retenu Verratti. C'est vraiment le joueur qui m'a marqué, à part son ballon perdu bien sûr, qui a failli provoquer un but grec. C'est vrai qu'il s'était affirmé, c'est vrai aussi qu'il part de très loin, parce que Verratti fait partie de ces joueurs en effet qui décevaient beaucoup encore il y a quelques années. J'ai pas trop suivi le début de saison du PSG, donc je sais pas s'il est revenu. L'année dernière, il a été critiqué, me semble-t-il, ou il y a 2 ans, je sais plus, il n'avait pas le rendement habituel. Là, en tout cas, avec la sélection, c'est parfait. Après, il faudra voir face à des adversaires d'un autre calibre, parce que pour l'instant, on le rappellera jamais assez, on a rencontré des équipes moyennes, pour être gentil, voilà, et c'est Liechtenstein la semaine prochaine, je crois. Bon, en même temps, ça permettra de faire des tests aussi, c'est-à-dire que ce genre de match, il faudra les prendre pour que Mancini puisse essayer des joueurs. J'espère qu'il y aura pas mal de matchs amicaux avant l'Euro. J'ai pas regardé le planning, je sais pas s'il est connu, mais il va vraiment falloir qu'on puisse tenter des choses justement au milieu de terrain, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur cette équipe. On passe au flop. Supario, quels ont été les Italiens les moins performants ce soir? Alors, j'en ai trouvé que 2. Alors, j'ai mis en dernière position de ce flop Jorginho, qui, même s'il a marqué un penalty, a eu un déchet assez énorme, notamment dans ses orientations de jeu, ses relances, voire même un moment, si vous vous souvenez bien, un corner qui a été assez mal joué, où il remet le ballon Oui. sur le défenseur grec en première mi-temps, si je ne me trompe pas. Et je le trouve poussif depuis ces derniers temps. Après, je salue son sang-froid sur penalty. Il savait déjà très bien tirer les penalty au moment où il jouait à l'Hellas Verona en 2013-2014, mais je ne le trouve pas assez bon en équipe nationale, contrairement à ce qu'il pourrait apporter. Même si c'est le joueur le plus utilisé par Mancini depuis juin 2018. Jurisprudence Thiago Motta, à ce poste-là, on peut être mauvais tant qu'on veut, on joue. Oui, comme tu dis. Après, pour moi, le flop du match côté italien, c'est Barella qui a été totalement transparent, alors qu'il nous avait habitués à beaucoup mieux en sélection. Et sur ses dernières performances à l'Inter, où il était assez bon, notamment contre la Juve et en Coupe d'Europe, où il avait marqué contre Prague lors du premier match. Comme tu dis, des matchs vont arriver, les matchs contre le Liechtenstein, la Bosnie, l'Arménie, on pourra peut-être voir Tonali, Castrovilli, un peu plus de temps de jeu pour Zaniolo. N'oublions pas aussi que Pellegrini est blessé, donc il y aura encore des essais à faire en milieu de terrain pour trouver des solutions de rechange. Je crois que j'ai vu Cristante s'échauffer à la mi-temps. Il est dans le groupe. Oui. Il est dans le groupe, c'est ça, je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, Cristante, le revoilà. Je savais pas qu'il était encore. Enfin, j'avais pas spécialement regardé la liste des sélectionnés, pour être honnête. Donc, j'étais surpris de le revoir dans le groupe. Bon, je sais pas, peut-être qu'il démarre bien avec son club, faudra le suivre. On passe au flop d'Aristide. Eh ben, j'ai les mêmes que Superlio. Alors, j'ai mis, par contre, dans un ordre inversé, j'ai mis en deuxième Barella. Suparlio a tout dit, c'est-à-dire une rencontre. Il a traversé cette rencontre comme un fantôme, Nicolo Barella. Ce qui est vraiment assez surprenant et incroyable, parce que l'année dernière, si on m'avait dit que Nicolo Barella, qui portait à lui seul l'équipe et plus particulièrement le milieu de Cagliari, allait éprouver tant de difficultés en ce début de saison, je n'y aurais pas cru. Mais c'est vrai que l'année dernière, je le trouvais, même quand son équipe prenait l'eau, il sortait toujours la tête de l'eau, Nicolo Barella. Il était et bon cette même année, avec l'Italie, Aristide. Ah oui, même avec l'Italie, il était bon. Cagliari, il était bon. Il a été bon
dans tous les matchs quasiment que j'ai vu de lui, et j'en ai vu beaucoup de Nicolo Barella l'année dernière, puisque je t'avais déjà dit, MJ, que même quand je le trouvais moins bon que d'habitude, je le trouvais quand même excellent, ce joueur. Et effectivement, en Italie, il était très bon aussi l'année dernière. Et pourtant, cette année, je le trouve, voilà, il a traversé ce match comme un fantôme. Même la force qu'il avait l'année dernière, c'est que même quand techniquement il était pas tout à fait dedans, il était dans un mauvais jour techniquement, au moins il y avait un abattage physique qui compensait énormément de choses, comme Matuidi peut le faire parfois, ou bon, techniquement il n'est pas toujours dedans, etc. Au moins il y a un abattage physique, offensivement, défensivement, et là il n'y a même pas ça, donc très compliqué Barella aujourd'hui, à l'image de son début de saison, et par contre en flop numéro 1, j'ai mis Jorginho, parce que je commence à plus en pouvoir de l'ami Jorginho, mais vraiment, je comprends pas en fait, parce que dans ce que fait tourner Manchi dans son milieu de terrain, c'est le milieu qui joue le plus, son milieu indétrônable, alors que c'est le plus mauvais depuis j'ai envie de dire un an. Je le trouve vraiment mauvais. Je trouve que ses passes sont souvent ratées, latérales. C'est simple, j'ai l'impression de voir Biglia avec 5 ans de moins. Ça, C'est c'est du vrai, hein. compliment, ça. J'ai l'impression, et tu sais comme j'aime Biglia, Mais MJ, on donc l'aime tous, non, on l'aime c'est. tous. Ouais, on l'aime, on l'aime tous. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir Biglia avec 5 ans de moins, c'est-à-dire qu'il est en retard il fait des fautes inutiles. J'en ai noté 3-4, 16e, 33e, 35e, qui auraient pu valoir d'ailleurs un carton, et largement. Des passes ratées, des passes latérales, donc vraiment, Jorginho, je ne comprends pas aujourd'hui son rôle dans l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi Mancini lui fait autant confiance. Alors, je sais que les numéros 6 purs, parce que là, on parle vraiment d'un numéro 6. Il n'y en a pas pléthore aujourd'hui. Alors, peut-être il y a le petit Tonali qui joue 6, mais il est peut-être encore un peu trop frêle ou un peu trop léger pour ce poste et pour être installé. Mais je pense qu'on devrait peut-être le tester un peu plus, parce que Jorginho, aujourd'hui, pour moi, il fait pas l'affaire. Et tu parlais tout à l'heure, MJ, des espoirs que j'ai pour l'Euro 2020. Honnêtement, je pense qu'on passera le premier tour, et j'espère, enfin, du moins, de ce que je vois aujourd'hui, je pense. Mais si j'ai des doutes sur vraiment certains membres, certains joueurs de l'équipe, Jorginho en fait clairement partie, et pour moi est mon doute numéro 1 de l'équipe. On va rappeler que tout dépend du tirage, évidemment, hein, parce que quand on se lance comme ça sur des pronostics, j'en parlais tout à l'heure, je parlais surtout de la solidité de la défense en vue d'aller jouer une compétition internationale. Je sais pas ce qu'on fera à l'Euro. Ce serait bien qu'on passe le premier tour, parce que c'est vrai qu'on l'a fait avec Conte en 2016, mais sinon je rappelle que les dernières Coupes du Monde qu'on a jouées, on n'a pas fait la dernière, Ah mais oui. 2010-2014, on se fait sortir 2 fois au premier tour, ce qui pour Ouais. l'Italie est scandaleux. Donc rien qu'arriver au tour suivant, ce serait déjà pas mal, si vous voulez, vu d'où on vient. Voilà. Bon, mais tout dépendra des nations que nous affronterons dans la phase de poule. Parce que forcément, là, on s'est trouvé dans un groupe de qualification facile, mais ça n'a pas toujours été le cas, et très clairement, l'Italie n'est pas armée à l'heure actuelle. Il faudra vraiment des miracles pour que ça se produise. N'est pas armée pour affronter des grosses nations européennes, hein. On me dit que les grosses nations européennes sont peu rendez-vous, mais elles sont au-dessus de nous, à mon avis. Bon, on va passer peut-être au mot de la fin. Supario a des choses à dire, donc ça tombe bien, c'est ton tour. Oui, alors je voudrais juste apporter une précision. Si je peux me tromper, mais il me semble que l'Italie aura des matchs à domicile à l'Euro 2020. Le match d'ouverture aura lieu à Rome. Il y a des matchs qui seront prévus aussi à Rome. Il y a des chances que l'Italie joue quelques matchs à domicile. Donc Oui, ça parce que c'est vrai que sera l'Euro 2020 se déroulera dans plusieurs pays, oui, on a oublié de le rappeler. affaire à suivre. Après, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que cette année, bon, le regret pour le foot italien, pour moi, c'est l'Euro Espoir en Italie qui a été une catastrophe au niveau des résultats. Éliminé au premier tour en ayant 6 poins, En avec ayant un Di battu l'Espagne et Biagio, la Belgique, hein. C'est ça. avec un Di Biagio qui a raté encore une fois une phase finale de l'Euro Espoir et a été confirmé. Donc, moi, mon coup de gueule, c'est contre cette fédération italienne qui a licencié Gentile, qui avait eu de très bons résultats, un championnat d'Europe Espoir gagné en 2004, une troisième place en 2002, une médaille de bronze en 2004 à Athènes, et ils ont choisi de le licencier parce qu'en 2006, il a été éliminé au premier tour. Dans ce cas-là, il faudra m'expliquer pourquoi ils ont gardé Di Biagio qui a foiré déjà 2 euros avant de rater le troisième en Italie. Donc attention à cela, et pour l'instant, je serais curieux de voir le résultat du nouveau sélectionneur italien avec les espoirs. Ils ont fait un match nul 0-0 en Irlande, et je suis aussi curieux de voir le mondial des moins de 17 ans avec la génération finaliste de l'Euro U17 cette année, avec notamment l'interiste Esposito, dont on dit le plus grand Oui. bien.
2 fois finaliste quand même, on le rappelle, hein, les U17, c'est-à-dire l'année dernière aussi. Hein, c'est 2 finales consécutives en championnat d'Europe, et à chaque fois perdu de peu, soit au tir au but, soit, enfin c'est une génération performante. Les U19 il y a un an étaient également finalistes. C'est vrai que les U21 on attendait plus pour le championnat d'Europe. Ils ont, je pense, péché, enfin ils ont fait un péché d'orgueil contre la Pologne au deuxième match, c'est certain, à mon avis c'est ce qui s'est passé, ce qui est une faute professionnelle bien sûr, mais je rappelle, on avait fait une émission d'ailleurs qu'ils avaient battu l'Espagne de fort belle manière, également contre la Belgique, c'est-à-dire qu'ils ont battu les 2 sélections qu'on annonce avec peut-être les Pays-Bas comme les plus fortes d'Europe chez les jeunes. Donc je trouve que c'était quand même une grosse performance d'avoir battu ces sélections-là. Après c'est sûr que se faire sortir avec 6 points et surtout la contre-performance contre la Pologne, ça c'est scandaleux, je suis d'accord. Mais il y a du potentiel, quoi, c'est ça que je veux dire, hein. Ça a été mal géré, il y a eu un problème certainement d'ordre plus mental, de concentration, de motivation, et le rôle du coach là est très important, prépondérant. Mais bon, la qualité ne manque pas. Aristide, ton mot de la fin. Oui, je voudrais revenir sur les équipes supposées plus faibles et plus fortes, où on se pose la question aujourd'hui si cette équipe d'Italie pourrait rivaliser avec une équipe un peu plus, enfin avec des équipes plus fortes que celles qu'on a affrontées jusqu'à aujourd'hui. Bah là, je vous entends parler, on est en train effectivement de ressasser toutes les équipes qu'on a battues, notamment en U21, etc. La Belgique, l'Espagne, les favoris. Mais finalement, ça me rappelle que en 2014, etc., les dernières compétitions, on a été éliminé MJ, comme tu l'as dit, au premier tour. On a battu les meilleurs de notre groupe. Hein. En 2014, de mémoire, on bat l'Angleterre pour ensuite faire une performance catastrophique, je ne sais plus contre quelle, Il n'y a pas la contre quelle Slovaquie, équipe. la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas des équipes comme ça, non, dans le groupe? Ça, Je- c'est 2010. Ça, Donc, c'est 2010, 2014, je crois Costa qu'on bat Rica, Costa l'Angleterre, Rica. et il y a le Costa Rica où on paie, où on fait match nul, je sais plus. Et je confonds Encore. 2010 et 2014 de toute façon, parce que pour moi c'est la même chose. Mais c'est vrai que cette équipe d'Italie, elle est habituée, je pense, pour moi, enfin dans les premiers tours, à faire des bons résultats, que ce soit en équipe jeune ou équipe ou équipe ou sélection nationale, contre les grosses équipes. Et c'est plutôt contre les équipes qui défendent très bas et plus modestes, où elle a du mal. Donc à voir. Mais là, ce que vous me dites, effectivement, ça résonne en moi. Je revois un peu le match de l'Angleterre. Je me rappelle très bien ce match de l'Angleterre. C'était le premier match de l'Italie en 2014. On avait fait un super match. On avait dominé les Anglais. Je crois qu'on avait gagné 1-0 ou 2-1, je sais plus. On avait dominé les Anglais 2-1, c'est ça, de A à Z. Et je me suis dit, et je me rappelle m'être dit après le match, waouh, on peut faire quelque chose cette année. Pour après avoir une bouillie de football, et on ne sait pas pourquoi. Donc, avoir effectivement l'état d'esprit de l'Italie dans quelques mois. Et puis surtout, une Italie, j'espère, qui ne choisira pas ses matchs comme pour moi, elle avait l'habitude de le faire ces dernières années. Pour moi, là, les dernières années de l'Italie, c'est une Italie qui choisissait aussi pas mal ses matchs. Alors quand je dis les dernières années, c'est pas forcément l'année dernière ou l'année d'avant, c'était plutôt les 4-5 dernières années, où j'ai trouvé qu'on a souvent fait des belles performances contre des belles équipes, et dès que l'enjeu était moindre, on était vraiment horrible. Donc non, j'espère qu'on fera, enfin c'est un peu trop tôt pour l'Euro, mais j'espère on est en reconstruction, et pour l'instant les voyants sont au vert, donc j'espère que ça va continuer. Enfin, je t'avouerais que je voudrais pas qu'on rencontre l'équipe de France à l'heure actuelle, hein. Ah non, Parce ça que ferait tu dis mon qu'on petit fait des débat. belles performances contre les grosses équipes, mais je t'assure qu'on risque de tomber de très haut si on rencontre un gros à l'heure actuelle ou à l'Euro, à moins qu'il se produise un petit miracle d'ici l'Euro, mais j'ai du mal à y croire. Donc on va essayer bien sûr d'y croire, on est supporter, mais je pense pas que l'Italie puisse, à l'heure actuelle, l'Italie A, j'entends, je parle pas des espoirs, battre des grosses équipes, j'ai du mal à y croire. Oui, mais MJ, tu sais très bien que l'Italie, comme on la connaît, est toujours meilleure au moment T, tu vois. Enfin, c'est avant ça. Oui, alors c'est avant, mais j'ose espérer que c'est toujours le cas. C'est-à-dire l'Italie, on la voit toujours battue contre les plus grosses équipes. Comme tu dis, aujourd'hui, peut-être qu'on se ferait battre par la France facilement, mais est-ce que tu te souviens d'un match de l'Italie contre une grosse équipe où on a pris vraiment une volée? Il y en a Bah, un, l'Espagne en effectivement. 2012, Voilà, exactement. Il y en a un en 2012. Ensuite, on en a rencontré des belles équipes les quand même. Pays-Bas en 2008, Alors les Pays-Bas en 2000, je me rappelle match moins. d'ouverture Euro 2008, on prend 4-1, c'est ça, ou 3-0, je sais plus, j'ai oublié. 3-0 je crois. 3-0. 3-0. Ah, c'est l'équipe de France qui doit prendre 4-1. Je crois on Ouais, était les deux à avoir pris des raclés. On a battu la France au troisième match, tiens, en 2008, ça je me rappelle. Oui, tout à fait. Mais regarde après la pire équipe d'Italie de 2016 de Conte, ce qu'on met à Ah oui, mais c'est l'Espagne, ce qu'on compté, met à c'est la un style de Belgique. jeu là. Attention, là on Mais, parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'on a un style de jeu hyper réaliste, hyper italien, si j'ose dire, hein, vraiment démonstration tactique contre les Belges notamment. Hein, oui, on avait bien sûr, ébloui bien même sûr. les journalistes européens n'en Ah revenaient oui, pas que l'Italie ah fût oui, n'en capable revenez de pas. faire ça, de produire ce Bah jeu-là. oui, mais Et- c'est exact. Il disait ce que tu dis exactement oui, mais actuellement, c'est pas c'est-à-dire Mancini.
Mancini Ah oui, propose un oui. jeu tourné vers l'attaque. Conte, c'était autre chose. Je pense pas. Conte proposait une Italie de combat. C'est-à-dire que Conte proposait un jeu, je vais pas dire la Grèce 2004, puisque c'est pas exactement ça, mais je veux dire un jeu ultra réaliste. Et à l'heure actuelle, c'est Bien pas sûr. du tout ce que semble, enfin, ce vers quoi semble tendre Mancini. Non, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi sur le point de vue tactique et puis les différents entraîneurs. Mais l'Italie a toujours su mettre à bas ses plus grands adversaires et des grosses équipes au moment où il fallait. Alors, toujours su peut-être pas, mais elle le fait quand même très souvent. Et malgré la pire équipe de l'histoire de l'Italie, de Graziano Pelé, etc., on va pas énumérer effectivement tous les joueurs ou tous les non-joueurs qui étaient là en 2016, mais on a réussi à déjouer tous les pronostics avec des joueurs moyens. Comme tu l'as dit, il y avait une tactique, un catenaccio, c'était super bien en place, mais on a toujours su répondre présent dans ce moment-là. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on sera très mauvais contre la France, les Pays-Bas ou autres, mais peut-être que dans 8 mois, on saura garder un peu notre ADN des grands matchs, ou ce qu'il en reste, pour pouvoir se sublimer si on affronte une telle équipe. Bah espérons, Alors j'ose espérer. espérons. Non mais je croise les doigts pour que tu aies raison. On va demander à Soupaglio s'il y croit. Tiens, vas-y, est-ce que tu penses que cette Italie-là est capable de battre des gros? Pourquoi pas, après tout, allons-y. Sur un match, je pense que oui. Je pense aussi qu'il y aura un esprit de revanche par rapport à 2017 et ce barrage, cette élimination pour la Coupe du Monde en Russie. Je parie aussi là-dessus. Et moi, tout ce que j'attends de voir, c'est qu'ils mettent une équipe jeune et qu'on puisse être présent à une compétition et la jouer avec nos valeurs. Bon, bah La espérons. victoire me semble difficile, mais Ah pourquoi pas non, faire faut un pas coup, rêver. comme l'Euro 88 avec une équipe de jeunes qui est arrivée en demi-finale. Oui, oui, non, mais t'es optimiste. Moi, je vois pas non plus de demi-finale. Enfin, il est beaucoup trop tôt, c'est vrai, pour parler de pronostic, hein. Mais c'est vrai que, bon, on y va, hein, on y va à 7 euros. Déjà, c'est formidable. On va se réjouir, on va savourer, hein. On va attendre le tirage. Évidemment, Casamila sera là pour le tirage, forcément. Dès qu'il y a un tirage pour une compétition internationale, on fait une émission juste après. On suivra également les matchs amicaux. On fera certainement plusieurs émissions spéciales avant l'Euro sur la liste des 23, etc. Bon, là, évidemment, il y a moins de choix qu'avant, hein. On va pas se mentir, c'est difficile de construire une équipe compétitive quand il y a si peu de quantité en Italie, parce qu'on rappelle que les chiffres sont sortis, c'est Roland qui nous les sortait l'autre jour, il y a toujours très peu d'Italiens qui jouent titulaires en Italie. C'est la réalité ça. Bon, donc c'est compliqué pour le sélectionneur, on nous met des bâtons dans les roues, on essaye de malgré tout surmonter ces épreuves. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des Italiens sur le terrain justement, j'espère que nous aurons l'occasion de les voir briller à l'Euro, et puis on se retrouvera de toute façon pour en parler très régulièrement. On va essayer de suivre aussi un peu le Milan, même si c'est déprimant. Et on vous remercie d'ailleurs, chers auditeurs, d'avoir été, je crois, plus de 1200, alors que ça fait 2-3 jours que l'émission est postée, à suivre la spéciale sur le changement d'entraîneur. On sait que sur l'Italie, on fera beaucoup moins, en général, on fait 300-400, mais quoi qu'il arrive, dès qu'on parle du Milan, ça s'affole, et puis les chiffres montent, enfin atteignent des hauteurs vertigineuses que j'étais loin d'espérer, voilà, que j'étais loin d'attendre pour ma part. Bref, on se retrouve très vite. Merci à vous, chers camarades, merci aux auditeurs. À bientôt. Salut! Salut. Ciao.